Bonjour, mon nom est François Gagnon, fondateur de Window Énergie. On me pose souvent la question, c'est quoi le rendement de vos éoliennes? Et je suis toujours embêté parce que le rendement d'une éolienne, c'est pas une chose, c'est plein de choses. Et ça peut être le rendement sur le capital investi, ça peut être le rendement sur l'aérodynamique de l'éolienne, ça peut être le rendement sur la quantité d'énergie qu'on fournit au réseau. Puis il y a plein de variables dans tous ces facteurs-là. On va essayer de démêler un peu ça ensemble, si vous voulez. Alors, dans un premier temps, quand quelqu'un veut installer une éolienne, une ferme d'éolienne, la première question qui se pose, c'est quoi mon retour sur le capital? C'est quoi le retour sur mon investissement? Puis le profit que je vais faire à chaque année par le capital investi? Ça va être soit un certain nombre d'années pour récupérer le capital investi, ou soit un pourcentage de rendement annuel. Cette composante-là, la composante profit, se divise en un paquet de sous-composantes importantes. D'abord, on prend le nombre de mégawattheures qu'on produit annuellement avec notre éolienne, notre parc éolien, puis on multiplie par le prix de vente. Ça, c'est les revenus. Puis là, par ça, on soustrait l'amortissement annuel, l'intérêt sur les emprunts qu'on a fait là-dessus, les coûts d'entretien, l'allocation du terrain s'il y en a, les redevances, les taxes et puis les frais d'administration qui sont rattachés à ça. Et on peut aussi, par contre, soustraire des dépenses, occasionnellement des crédits carbone ou des subventions. On va définir un premier rendement financier qu'on va définir comme suit. C'est le rendement de l'éolienne, de l'appareil, par mètre carré de turbine. Après ça, on multiplie ça par le nombre de mètres carrés de turbine. Et après ça, on multiplie ça par le potentiel éolien du site. Ça va définir nos revenus qu'on va faire sur une base annuelle. Et là, on peut diviser ça avec le coût annuel. Par exemple, si on a une éolienne qui produit 1000 MWh par année, puis que notre éolienne coûte 100 000 par année, mais on produit 0,01 MWh par dollar dépensé, ou notre électricité est produite à 100 le mégawattheure. Si on augmente le montant de la quantité d'électricité qu'on produit pour la même capitalisation, la même dépense annuelle, par exemple, on livre 2000 MWh pour 100 000 de coût, mais là, on produit 0,02 MWh par dollar ou notre électricité nous coûte 50 par mégawatt à produire. Ça peut être l'inverse. On peut produire la même quantité d'électricité, 1000 MWh, mais on va avoir un coût moitié moindre. Alors, on a le même résultat. Donc, on voit ici que j'ai le même résultat en termes de rendement financier avec des scénarios qui peuvent être différents. Évidemment, c'est toujours pas, en général, c'est pas du simple au double. Dans certains cas, on va avoir, par exemple, un nombre de mètres carrés qui va être augmenté, par exemple, de 25% pour une éolienne. On a le choix d'une éolienne, mettons, avec une turbine de 1000 mètres carrés ou une turbine de 1250 mètres carrés. Si le coût annuel pour avoir 25% de plus de surface de turbine, c'est plus 10%, mais là, on a un rendement qui est amélioré de 14%. Donc c'est un facteur qu'on voit souvent, on voit souvent ça dans les éoliennes géantes. Une des tendances à l'agrandissement des turbines, c'est à cause de ça. En général, les revenus vont augmenter pendant un certain temps plus vite que les coûts. On voit ça souvent pour les éoliennes géantes, mais ça s'applique autrement. On peut aussi agir inversement. On peut dire qu'on peut avoir une éolienne dont le rendement est inférieur. Par exemple, 10% de moins de rendement qu'une autre éolienne, mais elle va coûter annuellement 20% de moins. Encore là, j'ai un rendement supérieur de 12,5%. J'ai augmenté mon rendement. Ces deux cas-là, ces deux arguments pour les éoliennes Darius. On va y revenir un peu plus tard. Le rendement éolien, c'est quoi? D'abord, c'est le rendement aérodynamique, c'est-à-dire combien est-ce qu'on va retirer d'énergie du vent directement par la turbine. Le rendement mécanique, comment est-ce qu'on va se rendre en bas avec ça. Le rendement de la génératrice, le rendement de l'électronique de puissance, et tout ça multiplié par les temps morts. Le plus compliqué, c'est le rendement aérodynamique. D'abord, il faut comprendre qu'il y a une limite qui s'appelle la limite de Betz, qui est de 59%, qu'on le veuille ou non. Le vent, si on veut retirer de l'énergie du vent
ben, on prend une partie de sa vitesse. Donc, le vent qui sort en arrière de la turbine, il est beaucoup plus lent que le vent qui est en avant, qui arrive sur la turbine. Donc, il y a une grande partie du vent qui ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas de place en arrière, donc il fait le tour de la turbine. Donc, c'est mathématique. 59%, c'est le maximum théorique. Il n'y a personne qui atteint ça dans la pratique. Mais s'il y en a qui disent, puis ça arrive souvent qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils dépassent la limite de Betz, ben, virez de bord puis sauvez-vous au courant, parce que c'est impossible. Dans les meilleures plages de vent, les tripales géantes vont obtenir des rendements de 45 à 52 Les éoliennes d'Arius peuvent atteindre des rendements de 50 mais quand ils sont bien organisés. La plupart des éoliennes d'Arius qu'il y a sur le marché vont plutôt être à l'autour de 25 de rendement éolien. Pourquoi je dis meilleure plage de vent? Parce que si on a des vents qui sont plus faibles, souvent le rendement va être un peu plus faible. La turbine va être un peu plus faible. Puis si le vent est un peu plus fort, le rendement va baisser. Puis lorsqu'on dépasse une certaine limite, il faut commencer à freiner la turbine. Par exemple, les éoliennes géantes, ils vont faire bouger les pales pour capturer moins de vent, pour ne pas dépasser leur limite de puissance. Mais là, nécessairement, le rendement il baisse. Parce qu'on aurait beaucoup de vent, beaucoup plus de vent, mais on ne l'utilise pas parce qu'on ne veut pas maganer notre turbine. Puis même par très grand vent, toutes les turbines sont arrêtées. C'est normal. Mais on ne veut pas créer des problèmes de mécanique, on ne veut pas avoir des problèmes de bris. L'éolienne doit avoir une bonne adaptabilité pour les variations de vitesse de vent et les variations de direction de vent. Le vent, ça varie assez fréquemment, assez continuellement. Donc, si on a une vitesse de vent, puis à un moment donné, la vitesse de vent augmente subitement, et là, on n'est plus dans une bonne zone, dans une zone de confort pour la turbine, on a des pertes de rendement. Si on a une éolienne axe horizontal qui est axée dans une direction, là, le vent, il vient subitement de changer de direction, il est de côté, il y a une perte de rendement parce que le vent est plus face à l'éolienne. Il peut encore avoir un certain rendement s'il n'est pas trop écarté, mais ça peut quasiment tomber à zéro dans certains cas. Il faut aussi bien contrôler la vitesse de rotation de la turbine. C'est un petit peu un corollaire de ce qu'on a vu précédemment. Il y a des bonnes vitesses de rotation pour des bonnes vitesses de vent, puis c'est pas toujours évident que c'est bien contrôlé, surtout lorsqu'on utilise des moteurs aimants permanents. C'est un contrôle qui n'est pas facile. Alors, il y a divers problèmes indirects qui peuvent survenir, comme le manque de contrôle de pitch des pales ou, dans le cas des éoliennes d'Arius, le drag des bras est souvent sous-estimé. Alors, dans le rendement global, ça peut faire une bonne différence. Donc, si l'éolienne est performante et bien adaptée au profil de vent, on peut avoir, entre autres des éoliennes géantes, des rendements aérodynamiques globaux qui vont varier entre 40 et 45 Mais ça peut être évidemment beaucoup, beaucoup moins dans des produits qui ne sont pas bien dessinés ou qui ont des problèmes techniques. Le rendement mécanique, c'est principalement les roulements, en général des roulements à billes ou des roulements rouleaux, puis les boîtes d'engrenage. S'il y a un entraînement direct, on va avoir un rendement de 99 il n'y a presque pas de perte. Lorsqu'il y a des boîtes d'engrenage, des gearbox, là, il peut y avoir une certaine perte de puissance. Le rendement de la génératrice, c'est pas quelque chose de simple. Tous les moteurs, toutes les génératrices ont des plages de rendement optimales, c'est-à-dire à la bonne vitesse de rotation et le bon niveau de charge. En général, c'est la vitesse de rotation maximale et le niveau de charge maximal. Si on baisse le niveau de charge, le rendement va baisser. Si on baisse la vitesse de rotation, le rendement va baisser. Puis si les deux baissent en même temps, le rendement peut baisser de façon assez drastique, comme on voit par exemple sur le dessin qui est là. Dépendamment du type de génératrice, on peut avoir des rendements qui vont aller de 85 à 90. Il y en a même qui peuvent aller jusqu'à 95 dans les meilleures plages d'opération. Mais dans certains cas, on peut avoir moins que 50 de rendement dans des zones limites. Donc, le rendement de la génératrice, ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas juste ce qui est écrit sur le moteur de la génératrice, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans le cas aussi où la vitesse de la turbine varie avec la vitesse du vent, il peut y avoir une mauvaise synchronisation entre la puissance de la turbine, l'énergie que la turbine est capable de donner à la génératrice, et la capacité que la génératrice peut utiliser à cette vitesse de rotation-là. Alors, cette corrélation-là, elle n'est pas facile à établir, puis souvent, elle peut avoir des impacts très importants sur le rendement. Le rendement de l'électronique de puissance,
ça aussi, c'est quelque chose qui peut être assez déterminant. Par exemple, si une bonne partie de l'électricité est produite pour être entreposée dans des batteries, euh, ça peut être très bien. Théoriquement, ça maximise le rendement de l'éolienne, mais en pratique, si on manque de batterie et qu'on est obligé d'arrêter l'éolienne continuellement parce qu'il n'y a pas assez de batterie, bien là, le rendement de notre électronique baisse énormément. Il y a des systèmes économiques aussi qui peuvent venir, entre autres, de Chine. Ce pas nécessairement tous des mauvais produits, mais souvent qui peuvent être très décevants. Parce que même si dans le cas des éoliennes géantes, le rendement de l'électronique de puissance peut être 95-97%, des fois, ça peut être aussi bas que 80%. Les temps morts sont aussi un facteur important. Théoriquement, on arrête l'éolienne de temps en temps pour faire la maintenance quand il y a des bris. Si on fait juste la maintenance, c'est une éolienne qui est bien construite et qui n'a à peu près jamais de bris, on peut avoir un rendement de 99% sur les temps morts. Par contre, il y a des éoliennes, on en connaît, on a eu des histoires d'horreur là-dessus, où ils sont mal conçus puis ils ne fonctionnent pas la moitié du temps. Mais dans le rendement global, évidemment, ça fait une sacrée différence. Donc, si on résume tout ça, on peut avoir un rendement maximum au niveau aérodynamique de 45%, rendement mécanique 99%, rendement de la génératrice 85%, rendement de l'électrotechnique 97%, puis les temps morts 99%. On a un rendement éolien de 36% pour un très bon appareil. Et ça peut être évidemment beaucoup, beaucoup moins que ça si on regarde les chiffres à côté, puis on se ramasse avec un total de 8%. C'est beaucoup moins comme rendement éolien. Mais par contre, il ne faut pas confondre ce rendement-là avec le rendement global de l'éolienne. Si, par exemple, j'ai une éolienne qui a le rendement minimum de 8% à côté d'une éolienne de 36%, mais qui coûte 4,5 fois moins cher, bien, mon rendement, mon retour sur investissement va être le même. Ou inversement, si pour le même coût, j'ai une éolienne qui a 4,5 fois plus de grandeur de turbine que l'autre, même si le rendement éolien est plus bas, bien, le rendement global peut être quand même aussi bon, peut être meilleur même dans certains cas. Les deux autres facteurs de rendement éolien, c'est la surface de vent ennochée par l'éolienne, puis le potentiel éolien du site. Avec un rendement similaire, une turbine qui est 2 fois plus grosse, bien, elle va prendre 2 fois plus de vent, elle va produire 2 fois plus d'énergie. Ce n'est pas tout à fait 2 fois plus d'énergie, parce qu'une turbine plus grosse, à un moment donné, il va falloir l'arrêter plus vite. Puis ça ne s'adapte pas nécessairement à toutes les situations. Parfois, c'est bon d'avoir une très grande turbine, parfois, c'est bon d'avoir une turbine plus petite. Ça, c'est à l'avantage des éoliennes Darius parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins dispendieux d'avoir des grandes turbines en termes d'augmentation de coût que pour les éoliennes à axe horizontal. Par exemple, dans le cas de Windoo, on a 4 grandeurs de turbines qui vont de la très grande turbine, le modèle 1, pour les sites de vent relativement faibles, et le modèle 4 pour les vents là où il y a beaucoup de vent. On est capable de donner un bon rendement dans toutes les situations. Au départ, pour qu'une éolienne soit compétitive, qu'elle soit rentable, elle doit pouvoir se fournir sa puissance nominale au moins 2000 heures par année. Ça, c'est un facteur important parce que souvent, les éoliennes, les gens vont dire, bon, ça, c'est une éolienne de 100 kW, mais c'est une éolienne de 100 kW quand le vent est à 12,5 mètres par seconde. Si vous êtes dans un site de vent pas trop venteux, à 12,5 mètres par seconde, 45 km/h, vous allez peut-être avoir ça 200-300 heures par année. Donc, votre éolienne, vous allez avoir de la misère à la rentabiliser. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile, mais vous allez avoir de la misère à la rentabiliser. Il faut vraiment que la turbine soit adaptée au profil de vent pour pouvoir donner 2000 heures par année. Donc, il faut que la puissance nominale soit fournie avec des vents plus bas. Et chaque site a besoin d'avoir une analyse spécifique pour voir c'est quoi la meilleure éolienne qui peut s'adapter à ce site-là. Juste pour parler brièvement des éoliennes de Windoo, une éolienne standard géante, les éoliennes géantes, va harnacher en général à peu près 3 mètres carrés de vent par kilowatt de puissance.
Il va y avoir évidemment des éoliennes géantes qui sont adaptées pour les sites de vent plus faibles. Ils vont atteindre assez facilement 5 mètres carrés par kilowatt de puissance. Euh, c'est beaucoup plus cher, mais ça vaut la peine dans beaucoup de cas. D'ailleurs, c'est très fréquent. La plus petite des éoliennes de Windoo harnache 5,75 mètres carrés de vent. Puis la plus grande, 15 mètres carrés de vent. Donc, on voit que le facteur est beaucoup plus important. On va voir un peu plus loin que c'est nécessaire, parce que même si on harnache beaucoup plus de vent, comme on est plus bas, bien, il y a un petit peu moins de vent de disponible. En fait, chaque site a un potentiel éolien différent et on doit définir un peu la bonne taille de l'éolienne, le bon modèle d'éolienne en fonction du site qu'on a. On peut avoir des sites, on voit par exemple dans nos exemples, qui vont avoir une base annuelle 167 watts par mètre carré en moyenne au niveau de l'année. Là, il faut multiplier le rendement éolien et tout ça là-dessus, la surface éolienne de turbine. Et on peut avoir un autre site à côté qui a 336 watts par mètre carré. Il y a le double. Les calculs sont très différents. Alors, on doit s'assurer de bien choisir l'éolienne en fonction du besoin. Et on peut avoir une forte différence avec la hauteur. Par exemple, le graphique d'en haut, c'est des valeurs du même site que le graphique d'en bas, mais un est à 30 mètres, l'autre est à 80 mètres de hauteur du noyau. Alors, on voit qu'il y a des grosses différences de puissance. C'est pas toujours aussi important que ça. La différence entre une turbine qui a une hauteur de 100 mètres et une turbine qui est à une hauteur de 30 mètres, dans certains cas, il va y avoir 30-40% de moins de puissance. Dans certains cas, il peut y en avoir jusqu'à 60% de moins. C'est assez important. On voit aussi qu'il y a des variations importantes entre l'été et l'hiver. Et on peut décider, dans certains cas, si on cible l'hiver, on peut choisir l'éolienne qui va être la meilleure pour l'hiver. Par exemple, si on veut faire beaucoup de chauffage dans les villages nordiques. Ou si, inversement, on veut avoir une électricité plus uniforme à longueur d'année, bien là, on va favoriser l'été, la période où il y a le moins de vent, de façon à ce que ce soit le plus uniforme possible au niveau de l'année. Notre rendement financier, c'est des mégawatts produits annuellement. On vient de voir comment est-ce qu'on peut calculer ça. Multiplié par le prix de vente. Puis évidemment, le prix de vente peut varier énormément d'une place à l'autre. Donc, c'est évidemment un facteur excessivement important dans le rendement financier. Puis là, comme on a vu tout à l'heure, on soustrait tous les éléments de coût. Si on détaille un petit peu les éléments de coût, il y a l'amortissement annuel, c'est peut-être le facteur le plus important. C'est quoi le capital? C'est quoi le coût de l'installation du parc éolien ou de l'éolienne? Et c'est bon pendant combien de temps? Alors, si c'est bon pendant 50 ans, bien, on peut diviser le coût par 50. Si c'est bon pendant 20 ans, on divise par 20. Les barrages de Hydro-Québec sont amortis sur 120 ans. Par contre, on peut avoir l'inverse. On peut avoir, par exemple, des gens qui installent des éoliennes dans une mine pour baisser leur coût d'électricité. Mais les mines, la durée de vie des mines est toujours un petit peu aléatoire. Ça dépend des prix du marché du matériau, ça dépend de ce qui reste comme potentiel dans la mine. Fait que souvent, ces gens-là vont vouloir avoir des retours sur 3 ans. Pas des retours sur l'argent qu'ils vont mettre, mais vraiment le retour sur l'achat, sur le capital complet. Alors, c'est un facteur, évidemment, qui est très différent d'amortir 3 ans, amortir 50 ans. Le deuxième facteur de coût le plus important, c'est le taux d'intérêt qu'on paye, puis le taux d'intérêt en fonction, évidemment, de la quantité d'emprunt. Il y a encore là, énormément de variables, dépendamment de la mise de fonds. Si on met 10% de mise de fonds, on va avoir un meilleur rendement sur le 10%, le capital investi, mais on va quand même avoir un rendement net plus faible parce qu'on va payer plus d'intérêt. L'intérêt, c'est un coût qui est régressif. C'est-à-dire que si on amortit un prêt sur 20 ans, mais on paye beaucoup d'intérêt les 2-3 premières années, puis on en paye à peu près pas les 2-3 dernières années. Ce qui est avantageux parce que l'entretien, c'est l'inverse. C'est un coût qui est progressif. On va payer moins au début,
Mais au fur et à mesure que l'âge de l'éolienne ou du parc éolien évolue, il faut augmenter les facteurs de maintenance préventive. Il peut y avoir un peu plus de bris avec le temps. Donc, un ne compense pas nécessairement exactement l'autre, mais ça se balance bien. Dans les facteurs de coût, il peut y avoir la location du terrain. Évidemment, si c'est un cultivateur qui installe des éoliennes chez eux, il n'y a pas de location de terrain payée. Mais si c'est un parc d'éoliennes géantes qui doit louer des terrains sur des terres cultivables, bien, il y a un coût qui est significatif. Les redevances. Les redevances peuvent être imposées par le gouvernement ou les redevances peuvent être volontaires pour faire participer le voisinage pour qu'il y ait moins de contestation. On voit ça surtout dans les éoliennes géantes où il y a du bruit et tout ça. Alors, ça peut. On pourrait amadouer un peu la population. On leur donne en retour des redevances qui leur permettent d'avoir d'autres avantages. Toute bonne guerre. Évidemment, il peut y avoir des taxes, des frais d'administration. Les taxes, ça peut devenir un facteur critique à un moment donné, parce que si les municipalités se mettent à augmenter les valeurs foncières à cause des éoliennes, par exemple, ça peut créer des comptes de taxes importants. Il faut tenir compte de ça. Et de tout ça, on peut déduire des crédits carbone, sauf que les crédits carbone, c'est loin d'être universel, c'est loin d'être uniforme, c'est assez compliqué. La plupart du temps, aujourd'hui, on va avoir des subventions sur l'investissement. Aux États-Unis, il y a eu pendant longtemps 30% de retour d'investissement, de crédit d'investissement. Le Canada vient de faire quelque chose de similaire, 15% pour les grands parcs, 30% pour les petits parcs. Évidemment, ça change le rendement financier de façon importante. Donc, tout ça pour dire qu'on a une nouvelle efficacité, qui est l'efficacité pour le réseau. L'efficacité pour le réseau, si on a une connexion d'1 mégawatt, théoriquement, le réseau, si on avait un rendement de 100%, le réseau pourrait recevoir 8,76 gigawattheures par année. Bon, évidemment, les éoliennes, le vent est aléatoire, donc la production d'électricité est aléatoire. Les rendements sont moindres que ça. Alors, on voit la ligne verte ici, l'efficiency, dépendamment de combien est-ce que notre parc de 1 MW, notre éolienne de 1 MW va livrer l'électricité annuellement, on peut avoir un rendement de 23% ou de 40% ou de 51%. Bon, 23%, ça prend des machines qui ne sont pas très bonnes, ou on a vraiment une situation où le vent est très, très faible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des modèles d'affaires possibles pareils. En général, on va voir des rendements de 35-40% pour les éoliennes onshore, les éoliennes géantes. Et offshore, ça va être souvent 45-50%, peut-être même légèrement haut de 50%. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour le réseau électrique, moins il y a de rendement au niveau de l'efficacité, au niveau de l'électricité livrée, plus c'est difficile à gérer. Donc, le réseau électrique a avantage à obtenir des rendements supérieurs pour que son opération soit plus simple. On a dit, évidemment, le coût, c'est quoi le coût de production de l'électricité par mégawatt? Ben, c'est le coût, c'est la quantité, c'est le coût annuel d'électricité. Par exemple, ici, ça peut être 60 000 $ par année ou ça peut être 200 000 $ par année pour une ferme d'un mégawatt, par la production d'électricité qui est faite dans l'année. Donc, si on a, par exemple, un coût de 200 000 $ par année puis qu'on produit 4 gigawattheures, on va avoir un coût de production d'électricité de 50 $ du mégawattheure. Par contre, évidemment, si notre coût est 100 000 $, bien, on va avoir un coût de 25 $ du mégawattheure de l'énergie livrée. Ce n'est pas nécessairement toujours de courir après le coût le plus faible, mais c'est de courir après la meilleure opportunité. C'est quoi qui est intéressant pour le client? Il y a plein de cas différents. Par exemple, c'est sûr qu'un cultivateur qui installe 1 ou 2 mégawatts d'électricité éolienne sur son terrain, il va, par exemple, pouvoir assez souvent produire l'électricité à l'entour de 40 $ le mégawattheure. Il va vendre au réseau à 55 $ le mégawattheure. Donc, il y a un rendement de 15 $ le mégawattheure. Ce qui est bon, il y a une bonne quantité d'électricité, puis ça, c'est même, ce rendement-là serait supérieur même au rendement des parcs d'éoliennes géantes. Pour un micro-réseau éloigné, l'installation pourrait être plus petite, puis le coût d'installation peut être beaucoup plus élevé. Par contre, il y a plus de vent.
qui pourrait se produire de l'électricité là, à 70 le mégawattheure. Par contre, ça va être facile de vendre 100 le mégawattheure. Fait qu'on a un rendement de 30 le mégawattheure. On a un rendement plus élevé qu'un système de base, même si notre coût d'installation est plus élevé, le rendement au bout de la ligne est plus élevé parce qu'on a un meilleur prix de vente. Et à la limite, on peut avoir une petite entreprise qui installe 100 kW d'éoliennes sur son terrain puis qui vont produire de l'électricité à 100 le mégawattheure. Mais si le réseau leur vend de l'électricité à 160 le mégawattheure, bien, ils ont un rendement de 60 par mégawattheure. Donc, le rendement aussi peut là être très intéressant. Je ne sais pas si j'ai simplifié, si j'ai simplifié la compréhension du rendement pour les éoliennes. Le but, c'est pas que vous compreniez tout, parce que c'est pas trop simple. C'est de comprendre que chaque cas est différent et que le rendement, c'est pas un item, c'est un ensemble d'items. Puis, dépendamment du projet, les critères de rendement ne sont pas tous les mêmes. Alors, la prochaine fois que vous me posez la question, c'est quoi le rendement de mes éoliennes, je vais essayer de ne pas répondre en 15 minutes pareil. Je vous souhaite une bonne fin de journée.